BFM Business et Tech Co présente Tech Co, la quotidienne, spéciale Silicon Valley. François Sorel. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là, c'est Tech Co, la quotidienne sur BFM Business. Je suis très heureux de vous retrouver avec un début de semaine exceptionnel. Nous sommes ici en Californie, dans la Silicon Valley, à 1 heure de San Francisco. Et on va vous proposer de Tech Co exceptionnel aujourd'hui et demain pour vous raconter plein de choses évidemment, car nous sommes au cœur de la tech, dans le berceau de la technologie ici. On va aussi vous faire découvrir cet événement Delivering the Future qu'organise en ce moment Amazon. On est dans une agence de livraison ici à 1 heure à peu près de San Francisco et c'est là que en fait les robots prennent le pas sur l'humain avec la technologie bien évidemment. On va vous raconter tout ça tout à l'heure. Débrief de l'actu tech aussi avec Nicolas Lelouch que vous connaissez, journaliste à Numérama, mais aussi Bruno Guglielminetti. On reviendra sur le truc génial en ce moment à San Francisco, c'est Waymo, vous savez, ce robot taxi. On l'a testé. On va tout vous raconter. On parlera aussi de l'ambiance aussi à San Francisco et dans la Silicon Valley, qui est le berceau évidemment de toutes les innovations tech. Et puis donc, on vous fera découvrir ce Delivering de Future. Merci d'être là, Tech Co la quotidienne, depuis la Californie, bienvenue. Tech Co, la quotidienne sur BFM Business. Voilà donc premier Tech Co ici au cœur de la Silicon Valley. Nous sommes sur la commune de Milpitas exactement. Dans la région de Santa Clara, on est à quoi? Peut-être une petite centaine de kilomètres de San Francisco. Et c'est ici que nous avons ce grand centre de livraison en fait d'Amazon. C'est le dernier point, vous savez, c'est le Last Mile. C'est-à-dire qu'ici, tous les colis arrivent emballés et puis après ils sont dispatchés avec des camionnettes qui se baladent un petit peu dans la région pour livrer en fait tous les clients Amazon, et tout ça en des temps records. On va en parler, mais c'est vrai que Amazon a une obsession, c'est de livrer le plus vite possible ses clients, et aujourd'hui que ce soit aux États-Unis mais aussi dans 12 villes de France, vous pouvez être livré dans la journée pour certains produits bien évidemment, hein. Ce sont des produits on va dire de grande consommation qui sont stockés à des endroits bien précis. Ce débrief de l'actu tech est un peu particulier parce que évidemment nous sommes ici au cœur de cette agence de livraison. Vous voyez un petit peu le décor derrière nous, c'est étonnant. Derrière, vous avez des robots qui sont là. Alors pour l'instant, je pense qu'ils dorment les robots, mais parce qu'on est là, mais normalement ça tourne quasi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et pour débriefer l'actu de cette Silicon Valley et puis de ce début de semaine, deux journalistes que vous connaissez. J'ai le plaisir de recevoir Nicolas Lelouch. Salut Nico. Salut François, ravi de te retrouver à l'autre bout du monde. C'est vrai. C'est pas mal. On n'arrive pas à se voir à Paris, mais on se voit à San Francisco. Exactement. Et ça, on est c'est à cool. 9000 km de Paris à peu près. En tout cas, c'est l'avion qui me disait ça. Je pense pas qu'il se trompe beaucoup. Nicolas Lelouch, qui est journaliste à Numérama. C'est ça. Voilà, Numérama qui fait aussi plein de vidéos, des reportages. Tu es ici pour Numérama. Donc sur le site et sur YouTube, Instagram, exactement, TikTok. Tu fais des vidéos aussi. Exactement, ouais. Merci d'être avec nous Nico. Et puis alors, évidemment, quand on parle de journaliste outre-Atlantique, d'habitude il est avec nous en visio, mais là, il est là ce soir. C'est Bruno Guglielminetti. Salut mon Bruno. Bonjour et bienvenue tous les deux sur mon continent. Merci de nous Ça recevoir. fait plaisir. C'est ton continent à toi. Oui, tout à fait. En fait. Ça, c'est cool. Ouais. Bruno Guglielminetti, journaliste, mon carnet de l'actualité numérique, et puis aussi ton 120 secondes de tech. tous les jours. 120 secondes d'actualité tech tous les jours. Bravo, la classe quand même. Et ça cartonne en plus. Alors, pour débuter, l'ambiance. Je le disais, Milpitas, ici. Bon, je ne connaissais pas cette commune. Voilà. Mais alors, vous savez quoi ? SanDisk, vous connaissez SanDisk? Ouais. SanDisk, c'est les mémoires en fait. Les Et bien la USB, boîte les SanDisk a été stockages. créée ici à Milpitas. Et ce qui est dingue, c'est que comme on est au cœur de la Silicon Valley, dans la moindre bourgade, tu as une boîte qui a été créée ici. Ouais, Quoi. c'est ça. C'est ça qui Surtout est que fou. ce qui est rigolo, c'est si tu ouvres une application de cartographie, tu vois Cupertino, Palo Alto, Mountain View, tout est dans un horizon à 15 minutes de route, quoi. Donc on est vraiment entouré par Apple, Google, Facebook et tous les géants de la tech. On peut s'amuser à en citer quelques-unes. Apple, donc tu l'as dit, Facebook, OpenAI, San Francisco, à San Francisco, ouais. anciennement Twitter, X. Seulement Twitter aussi. Voilà, dont les San locaux sont Francisco. toujours à San Oui, non, mais Francisco. il y a vraiment et au-delà de ces entreprises qui sont nées ici, Amazon va avoir des centres, va y avoir du Nvidia, va y avoir du Intel. Ouais. Tu vas avoir Samsung. J'avais visité il y a quelques années Samsung qui est vers ils ont Palo un Alto. centre Ils ont un centre de recherche où ils travaillent sur plein de technologies, sur l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que toutes les entreprises du monde, y compris des constructeurs chinois qui pourtant sont généralement pas forcément
forcément les plus bienvenus en Chine, aux États-Unis, pardon, sont présents dans la Silicon Valley. Donc on est vraiment entouré de personnes qui font des produits, des applications, des solutions qu'on utilise tous les jours. Donc c'est assez cool d'être là. Puis il y a aussi ceux qui rendent des services. Je pense à Airbnb, je pense à Pinterest. C'est aussi ça dans ce coin-ci. Évidemment, tous les géants du soft, en fait, sont ici. Intel, évidemment, les a pas cités. Tesla, Palo Alto. Ouais, Tesla est aussi présent. Palo Alto, pas loin. D'ailleurs, on va être à Palo Alto aussi dans ce Tech & Co, la quotidienne. Oracle, alors plus B2B, Adobe aussi, Cisco, qui est originaire d'ici. Donc en fait, voilà, c'est un peu... comment dire, c'est un peu la Coupe du Monde de la tech ici. Toi, je sais que tu aimes bien le foot, mais quand on est ici, c'est mythique. Quand t'aimes la tech, c'est l'endroit où il faut aller. C'est toujours dommage, moi je trouve, qu'il n'y ait pas vraiment de parcours touriste, visiteur pour les fans. Il devrait y avoir un circuit de pèlerinage. Il devrait, pour les fans de nouvelles technologies. Il n'y a pas des boîtes qui font des tours comme ça. Alors, des tours, non, pas à ma connaissance. Mais par exemple, tu vois, Apple, tu as un centre visiteur où tu peux acheter des t-shirts, où tu peux voir l'Apple Park depuis une terrasse. Google, ils ont un café où ils vendent aussi des produits dérivés. Donc tu as quand même quelques petites expériences. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu frustrant quand tu es un fan de tech qui vient en vacances à San Francisco de voir que finalement c'est que des bâtiments et que tu peux pas rentrer dedans parce que tu as vraiment tout qui est concentré à un endroit. Je pense que il n'y a pas beaucoup de villes dans le monde qui a autant d'impact sur la planète. Donc ouais, c'est assez fascinant tout cet endroit là, la baie de San Francisco. Et puis, bon voilà, là on est dans le gigantisme d'Amazon, gigantisme parce que je sais pas comment vous décrire l'endroit où on est, parce que les caméras ne reflètent pas l'immensité de cet endroit. Quelques terrains de football. Ouais, je sais pas combien de terrains de football, mais c'est immense. C'est monstrueux. Et là, on est... Alors pourquoi on est ici? Parce que Amazon, une fois par an, fait ce rendez-vous qui s'appelle Delivering the Future. Bruno, on l'a déjà vécu, nous, 2 fois. Toi, je crois que c'est ta première. Non, je suis jamais venu à ça. Et c'est intéressant parce que, évidemment, Amazon travaille sur des objets de pointe en termes de robotique ou même de technologie pour comprendre comment ils peuvent améliorer leur gestion de tous leurs colis, puis aussi la livraison du dernier kilomètre, en fait, pour qu'on puisse avoir plus rapidement tous les objets que l'on commande. C'est ça qui est dingue. Et pour ceux qui s'intéressent au commerce en ligne, c'est intéressant parce que c'est ici, c'est un peu comme une vitrine d'Amazon qui présente les nouveautés. Et donc, année après année, moi, c'est mon 4e cette année. Et donc, année après année, on voit l'évolution des produits. Par exemple, il y a des choses qui ont été présentées aujourd'hui, mais je me souviens de l'an dernier, j'avais vu le début et il nous présentait les idées. Bon. Et c'est ça qui est intéressant de voir comment ça avance. Puis bon, Amazon étant le géant, celui qui domine le marché, de voir où ils s'en vont, de voir où ils portent leurs yeux, ça envoie énormément de messages aux concurrents qui sont de plus petite taille, mais qui veulent aussi faire prendre leur place la sur le concurrence marché. Qui est de plus en plus compliquée quand même. Face aux géants Amazon, c'est chaud. C'est vrai que pendant longtemps, quand on qualifiait Amazon d'un géant de la tech, c'était difficile de comprendre pourquoi, parce que c'était globalement un géant du commerce, de la distribution. Et en fait, au fur et à mesure des avancées technologiques, tu vois bien que pour être un leader sur ce secteur, pouvoir livrer les gens du monde entier, pour proposer de plus en plus de services, il faut être avant tout une boîte de tech, il faut innover en robotique, il faut innover en logiciel, en algorithme. Et c'est ça qui est intéressant dans ces années, comme tu l'as dit, c'est la première fois que je viens là. Et c'est assez fou de voir finalement que les gens qui parlent ne sont pas des spécialistes du commerce ou de la grande distribution, mais des personnes qui fabriquent des robots, des personnes qui fabriquent des modèles d'IA, et que ce sont grâce à elles qu'on peut recevoir des produits en quelques heures, quelques jours quand on les commande. Donc, tout à l'heure, on parlera justement des robots qu'on a vus ici ou qui sont en démonstration. Et c'est intéressant parce que on a interviewé des gens que vous écouterez tout à l'heure qui y sont issus, par exemple, de la NASA, typiquement. Voilà. Parce que son job, c'est le toucher, donner une sensation de toucher au robot pour attraper n'importe quel colis. Mais on en parlera tout à l'heure, on ne va pas tout vous révéler maintenant, on y reviendra. La question que je me pose à chaque fois que je viens à ces présentations-là, parce qu'on nous présente toujours ce qui s'en vient ou ce qu'on vient de développer, et à chaque fois, je me dis, mais comment on faisait avant? C'est vrai. Parce qu'on nous amène, puis on ne rentre pas dans les détails, vous allez le faire dans d'autres entrevues, mais chaque fois qu'on nous présente quelque chose, c'est, voici, maintenant on est capable de faire ça de cette façon-là, et on gagne du temps. Et tu te dis, mais
qu'est-ce qu'on faisait et le travail. Il y a juste une image, moi, aujourd'hui, qui m'a marqué. Et je me souviens, parce que je l'ai vu dans plusieurs centres d'Amazon puis dans d'autres grandes entreprises, c'est un tableau de bord. Les tableaux de bord, là, normalement, dans des centres comme ceux-ci, c'est au moins 5, 6, 7 tableaux. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a une IA qui s'occupe de ça, on n'a besoin qu'un écran. Et tout le travail de colliger l'information et de faire une synthèse pour permettre aux gestionnaires de ce point-là d'être efficace, tout ça est mâché et ça tient sur un écran. Et c'est ça qui est fascinant. Avant de reparler d'Amazon tout à l'heure, j'aimerais qu'on prenne un peu de recul. On est arrivé il y a quelques jours ici à San Francisco et quand on arrive à San Francisco, il y a une innovation technologique qui vous saute aux yeux, voilà, que vous voyez mais instantanément, c'est les robots taxis Waymo. Alors il y a d'autres robots taxis aussi, mais qui sont moins présents. Waymo, c'est fou. Aujourd'hui, je ne sais pas combien il y en a, mais c'est à mon avis, il y en a plusieurs milliers parce que on en voit mais à tous les coins de rue, tout le temps. Et Waymo, on l'a testé, on va vous raconter parce que souvent, si vous êtes un fidèle de Tech & Co, on vous raconte l'histoire Waymo. Cette boîte qui a été rachetée par Google. Google est derrière, investit énormément d'argent pour imaginer le futur de la mobilité. Et là, à San Francisco, on vit ça, Bruno. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de vivre le futur quand on rentre dans un Waymo. Oui, parce que là, il est rendu disponible à tous. Ailleurs dans le monde, il existe des tests. Il y a des gens probablement qui nous regardent, qui ont déjà utilisé, qui ont été dans des conventions, des événements où on permettait d'embarquer dans une voiture autonome. Mais là, on est dans un système vraiment organisé. On est demain. Et donc, on peut, après, avec une application, on appelle la voiture autonome, elle vient nous chercher, on embarque dedans, on part, on se rend où on veut, puis après, on nous débarque. Et il y a une image que tu as donnée, que j'ai entendue cette semaine, François, et c'est tellement ça. C'est la première fois dans notre vie qu'on peut entrer dans un robot. Et bien voilà. Et ça, c'est une image qui dit tout. Et ce qui est fou, c'est à quel point c'est banal ici. Moi, c'est le truc que je trouve hallucinant. La première fois que j'ai vu un Waymo, c'était il y a à peu près 2 ans. Et comme tous les gens qui viennent ici, on se balade dans la rue, d'un coup on voit une voiture passer, on voit qu'il n'y a personne devant. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et on en revoit une deuxième. Et là, on comprend qu'il y a des voitures sans personne qui sont capables de rouler. Pour les habitants de San Francisco, ce n'est absolument pas choquant de voir 3 voitures autonomes qui se suivent et qui s'arrêtent au passage piéton pour laisser traverser. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de regard un petit peu gêné, c'est juste normal sur la route. Il va y avoir autant de voitures que de véhicules avec personne à l'intérieur et les Waymo, elles prennent des initiatives, elles doublent, elles accélèrent, elles s'arrêtent, elles peuvent se garer. Enfin, c'est assez hallucinant de voir à quel point la technologie qui pour nous n'est qu'une idée du futur. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes en France à qui on peut parler des taxis autonomes et qui diraient oui, pourquoi pas un jour, mais qui pensent que c'est juste un concept et que c'est pas possible. De se dire que non, il y a des villes aux États-Unis et particulièrement San Francisco où ça existe, où ça marche et où c'est normal. Et ça, je trouve que c'est là où on peut mesurer l'écart technologique entre nous et ici. Il y a des millions de choses à dire sur Waymo. Vraiment, parce que ça pose tellement de questions en fait. Quand on rentre là-dedans et que vous voyez comment ça fonctionne, déjà vous commandez ça comme un Uber. Hein. C'est toi Nico qui a lavé l'appli parce que en fait il faut avoir un compte quand on est chez Apple et quand on a un iPhone, il faut avoir un store américain parce que l'appli n'est disponible qu'aux États-Unis. Et après c'est comme un Uber finalement. Sauf que tu peux aller plus loin dans l'expérience, personnalisation de ton véhicule qui va arriver. Tu peux demander des trucs que tu ne demanderais pas à des Uber. Tu peux demander, tu peux régler la température de la voiture pour que ce soit nickel au moment où tu arrives. Tu peux choisir ta playlist Spotify, YouTube Music ou choisir ta radio en avant. Sur ton compte, c'est là que tout est mais même régler la qualité du son quoi. Tu peux choisir si tu veux plus de basse, moins de basse. C'est vrai que tu ne te verrais pas rentrer dans un taxi à Paris et dire au mec, tu peux changer les basses s'il te plaît. On peut pas aller aussi loin et là il y a vraiment une personnalisation pour chaque personne avec un écran à l'arrière et à l'avant qui te permet de régler la température, de voir la carte en temps réel. C'est que si tu veux t'arrêter, moi ça je trouve que c'est une des fonctions les plus intéressantes parce qu'aujourd'hui tu es dans un taxi, tu es dans un Uber, tu es dans un VTC en général et tu lui demandes de s'arrêter à la boulangerie pour acheter du pain, il va peut-être dire oui mais ça va l'énerver parce que c'est du temps perdu pour lui. Bien sûr, il n'est pas obligé de dire oui. Il n'est pas obligé de dire oui et avec un Waymo, à tout moment tu as un petit bouton qui te permet de t'arrêter et le Waymo va effectuer une manœuvre, se mettre sur le côté de la route, tu descends, tu fais tes courses, tu rentres et il t'attend. C'est-à-dire qu'il va t'attendre une dizaine de minutes comme ça sans aucun problème. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles je pense que la technologie, elle est inévitable. Elle va forcément rentrer dans nos vies parce que ça apporte tellement de confort et que ça peut aussi fluidifier la route à bien des niveaux. Enfin, il y a tellement de choses à dire. Alors ce qu'il y a de dingue, c'est que donc, vous vous installez dans
ce véhicule qui arrive. Alors en plus il y avait ton nom sur l'espèce de gyrophare. Ouais. T'as les initiales, ouais. Il y a tes initiales pour que tu saches que c'est vraiment ton Waymo qui vient d'arriver. Ouais. Les portes s'ouvrent. Enfin non, c'est toi qui ouvres les portes Avec le depuis téléphone. l'application. Oui, c'est ça. En gros, quand il arrive, tu as 6 minutes pour rentrer dedans. Donc en fait, quand tu le vois, tu appuies sur l'application, Voilà. les poignées se déverrouillent, donc du coup, tu peux entrer dedans. Et c'est pas comme un taxi. C'est-à-dire qu'il n'y a personne. Quand vous arrivez, le Waymo est vide. C'est-à-dire qu'il vide. il va pas faire un échange charger, de passagers. décharger Oui, des usagers. Quoi. Ouais, quand il n'est pas utilisé, il tourne. Voilà. Ce qui est assez fou aussi. Ouais, Enfin, ouais. Il y a tout ce concept que je trouve fascinant avec le véhicule autonome, de dire que le modèle de la voiture individuelle qui passe 90% de sa journée à être stationnée est révolu et qu'on va passer à un modèle avec moins de voitures, mais des voitures qui ont toujours du monde à l'intérieur, ou en tout cas qui tournent. Et donc Waymo ne fait pas perdre de temps à ses véhicules et à San Francisco en se garant en attendant que quelqu'un commande. Waymo tourne en permanence et récupère du monde. Et puis je suis sûr finalement, qu'avec ça les permet de fluidifier. algorithmes d'IA, il sait où il faut qu'il Oui, tourne évidemment, pour que c'est ça, statistiquement il va tomber sur un client. Quoi, oui, et tout simplement. quand tu ouvres l'application, c'est le premier truc que ça te dit. Avant même de passer ta commande, ça va te dire on peut vous avoir un Waymo dans 3 minutes, dans 7 minutes, dans 10 minutes, en fonction des nombres de taxis Oui, dans du la zone. trafic qu'il y a Et autour. donc tu peux, j'imagine assez facilement que si on est 3 à ouvrir l'application dans une même zone, ça va rapidement dépêcher 5 ou 6 Waymo dans Oui, la c'est zone ça. en disant qu'il y a peut-être des gens qui sortent d'un concert ou du cinéma et qui vont tous le commander. Donc oui, il y a une anticipation avec une sorte de carte avec plein de véhicules répartis partout et ça c'est assez fort. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est la réaction des piétons. Quand ils voient un Waymo, parce qu'en fait un Waymo s'arrête évidemment au feu rouge, hein, mais il va aussi céder le passage. Dès qu'il voit un piéton, il s'arrête. Ouais. Et c'est dingue parce que moi j'ai pas été piéton devant un Waymo, mais je pense que je serais assez méfiant. Mais là encore, les gens ici qui habitent à San Francisco ont pris l'habitude et en Oui. fait, Bien sûr. voilà quoi, Tu ont sais totalement confiance à la technologie. Le meilleur moyen pour reconnaître un touriste à San Francisco, c'est dans un Waymo. Parce que Exactement. le touriste, il te prend en photo. Et voilà, c'est ça. Ouais. Ou sinon, ce que tu vas voir, c'est qu'il y a des gens qui vont essayer de faire signe comme on le ferait à un automobiliste. Non, mais passer. Mais si tu fais un signe comme ça à Waymo, il va pas passer. Il attend que tu traverses la rue et après, il va. Après, parfois justement, sur ces signes, il y a des petits bugs. Hier, on s'est retrouvé dans un Waymo avec un vélo devant. Et un chauffeur humain aurait doublé le vélo assez facilement parce qu'il y avait de la marge. Mais Waymo est prudent. Et le vélo nous faisait des signes en mode allez-y, allez-y. Je pense qu'elle a même pas vu. Elle a dû entendre un bruit de voiture, mais elle a pas dû voir. Et que le c'était Waymo, un Waymo. tu lui fais ça, il comprend Ah, pas. il s'en foutait quand même. Et donc du coup, il se décalait un petit peu, il Ouais. attendait, il n'était pas sûr parce qu'il y avait un virage, après il y avait des voitures qui arrivaient. Donc on a bien perdu 1 minute et au bout d'1 minute, il a donné un gros coup d'accélération et il est s'est passé. dit, bon, j'en ai marre. Mais c'est vrai qu'il a, après c'est assez agréable, je trouve. Il applique vraiment une prudence Ouais, maximale, c'est clair. que ce soit dans les accélérations, c'est toujours très fluide. Dans les freinages, il va pas freiner brusquement, il va toujours faire attention. Il y a vraiment cette approche-là qui fait que la conduite est assez différente de ce que tu as sur la route habituellement. Et c'est ce qui rend l'expérience rassurante. Aussi. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui disent moi, j'aurais peur de prendre, mais quand on embarque là-dessus, ben, ça part tout seul. C'est vrai. Ouais. Bah, moi, c'était la première fois il y a 2 jours. J'ai pas eu peur. Franchement, j'étais en confiance. Et c'est impressionnant hein, de voir ce volant qui tourne tout seul. On se dit ça y est, l'homme invisible est là. Ok, mais bah non, tout ça c'est la tech. Et alors, évidemment, au niveau technologique, c'est dingue. Cette voiture ne ressemble pas à une voiture traditionnelle. Il y a des lidars partout, des capteurs partout. C'est un concentré de technologie. Ouais. D'ailleurs, c'est hors de prix ces voitures en plus. Ça coûte, oui, en fait c'est des Jaguar E-Pace modifiés, donc c'est des véhicules de série électriques, sauf que Google a rajouté plein de techno dessus pour le rendre autonome. Les futures versions des Waymo, elles n'auront pas un volant, elles auront juste des places où tout le monde pourra s'asseoir. Là aujourd'hui, on est encore sur cette phase un petit peu plus expérimentale et un jour, on aura vraiment des véhicules qui seront taillés optimisés pour ça, en l'autonomie. Aujourd'hui, il y a 2 écoles sur l'autonomie. Il y a ceux comme Google, comme Amazon aussi d'ailleurs, hein, qui a eu sa startup Zoox, qui est le concurrent direct de Waymo, qui est mise sur les lidars, qui est mise sur des technologies embarquées et assez sophistiquées. Et tu as l'approche un peu plus grand public à la Elon Musk, qui lui considère que si on met des lidars partout, on va pas s'en sortir, ça va coûter une fortune, ça va être une galère parce que les lidars vont en avoir tellement partout qu'eux-mêmes vont se rentrer dedans et modifier les cartes, et qui du coup mise sur une approche à base de machine learning avec des caméras, avec de l'apprentissage, avec de la répétition. C'est évidemment moins sûr, moins tu as de capteurs, moins tu as de données, mais si tu arrives à être 99% sûr par rapport à du Waymo en divisant le coût de production par 50, eh bien ça vaut le coup. Donc on va voir
comment ça évolue, mais c'est vrai que pour l'instant Waymo est une grosse démonstration technologique, ça coûte cher, c'est pas quelque chose qu'on pourrait mettre dans nos véhicules individuels, mais tu peux imaginer qu'à moyen terme, toutes les voitures sont capables d'avoir des fonctions à la Waymo. Et Nicolas, à 99%, là, c'est beaucoup mieux qu'un humain. Et c'est beaucoup mieux qu'un humain dans tous les cas, évidemment. De toute façon, même avec que des caméras, un être humain n'a que 2 yeux, il ne regarde que dans un sens, il peut être diverti par la musique, il peut avoir un temps de réaction. Des caméras, même 2D réparties tout autour d'un véhicule avec un ordinateur qui traite rapidement, ça va traiter l'information plus vite et ça va surtout anticiper des choses que nous on voit pas. Le lidar c'est encore mieux, parce que le lidar il voit 5 voitures devant, il voit derrière, il peut anticiper des panneaux, il voit des piétons ou il voit des skateboards ou des ballons qui pourraient rouler sur la route et les anticiper. Donc le lidar est mieux, mais techniquement parlant, des caméras avec un bon algorithme sont déjà meilleures que l'être humain. Donc rien que ça, c'est un enjeu pour nos villes qui sont toujours embouteillées. Avec les caméras, parce qu'elles ne voient rien comme nous. Le brouillard et la alors neige. que le lidar, lui, arrive à le lidar, il voit à travers tout. Il voit même quand il y a du brouillard. Tiens, puisqu'on parle de brouillard, Londres. Londres. La transition est exceptionnelle. Je savais pas où tu allais aller, mais en fait c'est pas mal. D'un coup, je me suis dit brouillard, fog, Waymo. Oui, parce que l'info, et on en a parlé dans Tech & Co, c'est que Waymo va arriver, alors en phase de test aussi, de notre côté, du côté de, enfin, j'allais dire le continent européen. Oui, le continent européen. Oui, le continent, oui. L'Angleterre et Londres. Ça arrive à Londres, c'est la première ville en dehors de l'Amérique où Waymo va arriver. Je crois qu'il y a aussi des tests en Asie, je ne sais pas qui l'aura en premier entre Londres et l'Asie. Mais en tout cas, oui, début 2026, on nous parle d'un déploiement de Waymo à Londres, en tout cas de tests, parce que si on regarde un peu comment ils fonctionnent, généralement ils annoncent, puis après ils commencent à faire rouler les véhicules, puis après ils font un programme bêta fermé, puis après ils font un programme sur invitation, et à la fin ils déploient. Il n'y a pas beaucoup de villes où c'est déployé, San Francisco est quasiment une des seules exceptions. Il y a d'autres villes aux États-Unis qui ont Waymo, mais il faut. Phoenix, ça doit être déployé partout, mais par exemple Los Angeles où c'est présent, si tu t'es inscrit dans l'application, tu as quelques semaines d'attente. C'est-à-dire qu'ils attendent et ils régulent. Ils sont très prudents, ils régulent, ils veulent pas qu'il y ait trop de personnes, ils veulent pas que ce soit n'importe quoi. Donc j'imagine qu'on peut s'attendre à que ce soit plutôt fin 2026 à Londres avant que tout le monde puisse commander. Mais ça va être intéressant de voir comment c'est mis en place, parce qu'il y a plein de choses qui sont possibles aux États-Unis qui sont pas nécessairement en Europe. Et Londres n'est pas l'Union européenne en plus, donc l'Union européenne c'est encore autre chose. Mais il y a plus de lois restrictives en termes d'utilisation de données, de caméras, tout ça à Londres qu'aux États-Unis. Donc ça, il y a tout ça ou pas? Non, il n'y a pas ça. Mais ce que je veux rajouter, c'est que c'est intéressant parce que la mise en place de ces systèmes-là va de plus en plus rapidement. Pourquoi? Parce que chaque voiture est un point de cueillette d'informations et maintenant qu'il y a des milliers de voitures dans le réseau Waymo, des milliers de véhicules qui circulent, il y a un savoir qui a été accumulé et donc maintenant, je vais utiliser le mot qu'on utilise dans l'informatique, on localise l'information, mais le savoir de pilote automobile, il est déjà là. La réaction à avoir quand il y a un ballon qui sort entre deux voitures, elle est là. Elle a été apprise il y a des années de ça. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, le déploiement va se faire plus rapidement. Dans les villes nord-américaines, le déploiement se fait toujours plus rapidement. Là, ils sont en train de tester à New York. C'est pour montrer où ça va. Mais en Europe, il va certes y avoir une période d'adaptabilité ou d'adaptation, mais ça reste que plus on va et plus ça va être rapide à arriver à adapter les services dans les villes. Et ça, c'est aussi une bonne nouvelle. La question, c'est que, en tout cas chez nous, à Paris, en tout cas en France, c'est pas gagné. Parce que, il y a tellement d'obstacles. La réglementation, les conséquences sociales que ça va avoir. Demain, il y a des Waymo dans la rue. Tu as je sais pas combien de milliers de taxis, de Uber qui vont réagir, qui manifestent. Et ils auraient tort de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison. Mais comme ça a été le cas à San Francisco, au début, il y a eu quand même une période de tension. Même des habitants de San Francisco, ils jetaient des plots sur la voiture. Ils essayaient des cônes. C'est encore le juste cas. pour troubler la voiture. C'est encore le cas dans certaines zones. J'allais dire même une défiance. Bien sûr qu'il y a une défiance, mais il y a quand même une grosse différence d'approche vis-à-vis de l'innovation entre les États-Unis qui ont tendance à plus facilement accepter les changements et l'Europe, la France particulièrement, qui est assez réticente à tous ces progrès-là. Et là, c'est un progrès qui s'accompagnera quand même de beaucoup de pertes d'emplois, de vraies transformations et qui du coup, je ne sais même pas si le mot progrès est adapté, en tout cas si on prend uniquement ce point de vue sociétal. Donc oui, forcément, ça va être des enjeux. Il va falloir voir si les politiques se saisissent du dossier ou s'ils considèrent que c'est
quelque chose à bannir, s'il y a des interdictions, il va falloir voir le cadre législatif, est-ce que ça va être possible légalement de faire de la conduite autonome là-dessus? Est-ce qu'on aura envie que ce soit Google et Amazon aussi? On aura peut-être plutôt envie que ce soit Renault et Citroën sur le marché français. Il y a l'enjeu de souveraineté numérique. Il y a l'enjeu de souveraineté numérique. Renault et Citroën et Stellantis, Renault, Peugeot, etc. Mais ils sont pas au niveau. En tout cas, ils ont du retard. Stellantis a arrêté son programme de véhicules autonomes. C'est parce que je pense que c'est compliqué d'imaginer aujourd'hui que ça va arriver en France. Moi, je suis vraiment assez sceptique sur ce modèle-là. Je pense que ça sera assez compliqué. Un monde à deux vitesses en fait. Mais c'est déjà le cas. Parce qu'on n'a pas parlé de la Chine. Mais la Chine, c'est commun. Déjà là, Les robotaxis, c'est commun. Il y a des robots dans les hôtels. Enfin voilà, on parlera tout à l'heure de robotique puisqu'on est ici dans cette agence de livraison. Mais tout ça pour vous dire que on va avoir deux vitesses en fait. Bien sûr, mais je pense que c'est déjà le cas et ça sera encore plus le cas petit à petit et on va protéger. Il y a aussi une autre question qui se pose sur le marché français. On a vu que toutes les initiatives d'autopartage qui ont pu exister en France, je pense à Autolib à Paris, mais ça peut être le cas avec les vélos, tout ça, sont sujets à des plus forte dégradation que dans les autres pays. On l'a vu avec Lime, on l'a vu avec toutes ces entreprises-là. Juste une chose, il n'y avait pas de caméra dans l'Autolib. Il n'y avait pas de caméra, c'est vrai. Aujourd'hui, dans les Waymo, il y a des caméras. Mais si tu mets une caméra dans un Waymo en France, est-ce que tu vas pas avoir la CNIL qui va te dire que c'est interdit de filmer les gens comme ça? Il y a des caméras dans les taxis. Mais c'est illégal. Mais c'est illégal les dashcams en réalité. Si tu regardes, il y a de la jurisprudence en France de personnes qui ont attaqué, des gens à cause de la dashcam. Il y a quelques années, il était interdit d'avoir des caméras dans les rues. Aujourd'hui, il y en a, si tu veux. Donc, je pense qu'on est obligé de s'adapter technologiquement à l'avancée. Ouais, non, mais je suis d'accord. Tu vois, je veux dire, je te rejoins parfaitement. Maintenant, je pense qu'en pratique, il pourrait y avoir quelques difficultés, et je suis pas certain que le marché européen, avec toutes les galères que ça va engendrer, soit une priorité pour un Google ou pour Amazon. Peut-être que le jour où ils ont conquis tous les États-Unis, l'Amérique en général, Londres, l'Asie, ils auront envie de se dire on va aller attaquer le marché Union européenne, on va se compliquer la vie. Mais aujourd'hui, à leur place, j'irai pas parce que je vois pas comment ça peut bien se passer. On est à Milpitas, les amis. Je rêvais de dire ce mot un jour. Cette phrase est incroyable. C'est dingue. Milpitas, voilà. Au cœur de la Californie, au cœur de la Silicon Valley. On revient dans un instant pour la deuxième partie de notre Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Et on va parler d'Apple. On va parler de lunettes connectées. Vous restez avec nous, bien sûr. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Voilà, c'est le retour de Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. J'espère que vous passez un bon moment avec nous. Tech & Co, vous le savez, à la radio, à la télé, replay, podcast, bien sûr. Deux Tech & Co exceptionnels, aujourd'hui et demain, puisqu'ils ont été réalisés depuis la Silicon Valley. Nous sommes actuellement dans une agence de distribution de colis d'Amazon qui s'appelle DUR3. Ne me demandez pas pourquoi, mais en fait tous les centres de distribution, en fait tous ces grands hangars Amazon ont des noms un peu bizarres comme ça. Et celui-ci c'est DUR3. Voilà. Va savoir ce que ça veut dire. Savoir ce que ça veut dire. Des noms de robots. Nom de robot, c'est vrai que ça va être très Star Wars. Oui, non, mais il doit avoir des raisons sans doute très intelligentes. Toujours avec nous, Nicolas Lelouch, que vous connaissez, journaliste donc à Numérama. Et puis, à tes côtés, Nicolas, c'est Bruno Guglielminetti, notre ami du Québec. Le podcast Mon Carnet, et puis aussi les 120 secondes de tech. Évidemment, toi aussi, tu couvres cet événement, puisque je vous le rappelle, on est là à l'occasion de Delivering the Future, un rendez-vous organisé par Amazon qui nous montre un petit peu leurs innovations technologiques. On le disait tout à l'heure, Amazon, c'est un site de e-commerce, mais c'est aussi une boîte de tech qui cartonne dans le cloud, qui fait aujourd'hui, vous le savez, du streaming vidéo, du streaming audio, du stockage, enfin bref, ils sont partout. Et l'intelligence artificielle est au cœur de tout cela. On en parlera parce qu'après le débrief, j'aurai l'occasion d'interviewer, on va dire, des personnalités d'Amazon qui sont présentes ici, spécialisées dans la robotique, aussi dans les lunettes connectées, parce qu'il y en a aussi dans la livraison de ce dernier kilomètre. Il y a beaucoup de technologie dans tout ça. On en parlera tout à l'heure. Messieurs, dans l'actualité de la Silicon Valley, pas loin, il y a Apple, forcément. Cupertino est à quelques encablures d'ici avec l'Apple Park, que tu connais bien, Nico.
Bruno, tu es déjà allé à l'Apple Park ou pas? Apple Park, non. Moi, j'étais dans les vieux bureaux d'Apple. Oui. Ouais. Infinity Loop, qui sont pas loin. Infinity Loop, exactement. Et pourquoi on parle d'Apple? Eh bien parce que Apple a annoncé et a mis à disposition en fait, de ceux qui le veulent un nouveau Vision Pro, une nouvelle version, en fait, nouvelle itération. Et tu as eu l'occasion de le tester et d'être briefé par les équipes d'Apple. On se posait beaucoup de questions concernant le Vision Pro parce que c'est un secret de polichinelle, c'est pas un succès, mais on s'en doutait dès le départ. Hein, il n'a pas été conçu pour être un succès. Un produit à 4 000 $. Après, on se doute bien. Je pense qu'ils espéraient quand même que la hype continue un peu plus longtemps. Et que la magie d'Apple pouvait aller plus loin, mais finalement la magie d'Apple n'est pas allée très très loin pour ce produit. Non, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs sur le Vision Pro. On a déjà beaucoup plus de pessimistes qu'avec les autres produits d'Apple. Je pense que ça s'explique par le fait que beaucoup de personnes aimeraient que ça floppe et que du coup ça amplifie aussi les critiques. Oui, je pense. Déjà le fait que le produit soit aussi inaccessible fait qu'automatiquement il y a plein de personnes qui ne peuvent pas l'acheter et qui du coup par principe décident de s'opposer. Oui, parce qu'ils sont jaloux, enfin pas jaloux, mais en tout cas se disant frustrés de ne pas pouvoir se l'offrir. C'est un peu ça, c'est que c'est pas une catégorie que les gens ont envie de voir réussir parce que pour l'instant elle est trop élitiste et ça peut se comparer. Il y a plein d'autres segments où ça fonctionne un peu comme ça. Donc c'est vrai que le Vision Pro, on se demandait quand est-ce qu'on allait le revoir. Le produit il a été annoncé en juin 2023 et lancé en février 2024. Et ça y est, octobre 2025, on a la seconde génération. Comme tu l'as dit, je l'ai testé, j'ai reçu le produit 5 jours avant sa sortie. Et alors, faut reconnaître qu'Apple s'est pas énormément renouvelé et c'est étonnant quand on a un produit qui est déjà aussi niche, qui coûte déjà une fortune, qui avait pas mal de défauts, hein, le poids, la qualité optique, plein de choses. Le confort aussi parfois qui était discutable, ça on va va dire. Globalement avec le poids et en fait quand tu regardes le Vision Pro 1 et le Vision Pro 2, c'est le même, c'est exactement la même chose. Ce qui a changé c'est l'accessoire, c'est-à-dire que tu as jusqu'à maintenant le premier Vision Pro était vendu avec 2 bandeaux différents, donc un qui se mettait autour de la tête, en tour de tête, et qui du coup te serrait le casque contre les sourcils, tu avais un mal de tête pas possible quand tu le retirais, et un beaucoup plus simple qui était un bandeau double qui ressemble un peu à ce qui se fait dans la VR en général, c'est-à-dire c'est 2 élastiques pas très ergonomiques qui équilibraient le poids mais qui n'étaient pas très confortables. Oui, d'accord. Là ils ont fusionné les deux, c'est-à-dire que maintenant tu as un bandeau comme l'ancien Solo, sauf que maintenant il a aussi une dimension en haut de la tête qui fait que tu es mieux couvert, mieux protégé, et ce qui est marrant, je trouve que c'est un choix, il n'y a qu'Apple pour faire des choix comme ça. Tu vois, je vais vous poser une question tous les deux. Vous avez un produit que tous les testeurs qualifient de trop lourd. Quelle est votre priorité avec cette nouvelle génération? Essayer de gratter quelques grammes, quelques dizaines de grammes. Et ils en ont lancé un plus lourd. Et c'est ça qui est fantastique. Mais c'est volontaire et c'est volontaire et ça marche. Et c'est assumé. Et c'est là, ils ont fait le choix de rajouter du métal à l'arrière. Pour équilibrer le produit, c'est-à-dire pour pas qu'il te fracasse le front, le poids est basculé à l'arrière, le nouveau strap sur le haut de la tête va rééquilibrer pour éviter que ça parte en arrière. Ils ont privilégié le confort et l'équilibre au poids finalement. Ils ont fait un truc très bien fini, excellent design, il faut reconnaître que c'est mieux, mais c'est vrai que ça n'a aucun sens. Tu vois, on va parler dans un instant de ce que Samsung a présenté en face. Samsung, eux, ils ont utilisé du plastique et des composants très low cost pour réduire les coûts. Apple, non, ils décident de prendre du métal haut de gamme qui coûte super cher uniquement pour avoir un peu cet équilibre. Bientôt on aura Vision Pro en or, tu sais. Ils ont toujours eu ce type d'approche différente. Après le produit, de mon point de vue, est aussi excellent que le premier et en même temps aussi frustrant que le premier, dans le sens où quand tu le portes, c'est clairement un aperçu d'un futur auquel tu as envie de participer. C'est vraiment cool d'avoir des fenêtres qui flottent partout, c'est cool de pouvoir s'immerger dans un cinéma comme ça avec une qualité aussi bonne, avec une aussi bonne immersion. Ils n'ont pas amélioré les écrans qu'il y a à l'intérieur, c'est les mêmes. Les écrans sont les mêmes, mais ils étaient déjà excellents. Par contre, ce qui est dommage, c'est que les optiques, donc ce par quoi tu regardes les écrans, ne sont pas les meilleurs du marché. C'est des technologies qui ont plutôt 3-4 ans et Meta utilise par exemple des meilleures technologies. Et ils n'ont pas upgradé le nouveau modèle. Est exactement le même, ils ont juste changé la puce à l'intérieur, c'est une puce M5, ce qui est une bonne chose parce qu'ils ont lancé le Vision Pro première génération avec la puce M2 alors que la M3 existait déjà sur Mac, c'était assez contestable comme décision. Donc là voilà, maintenant il rattrape, il est plus puissant, il peut faire... Il serait prêt pour l'intelligence artificielle qui n'arrive pas. Tout ce qui était un petit peu long, genre générer un persona, maintenant c'est un peu plus instantané, donc tu as quand même tu as la puissance supplémentaire. Tu as plus de mémoire aussi ou pas? Non, c'est la même chose. D'accord. C'était déjà cette combinaison là. Donc le truc frustrant c'est que c'est génial, tu adores l'utiliser mais en même temps tu n'as jamais envie de l'utiliser parce que quand tu
tu as envie de le prendre, bah faut le sortir, il faut le brancher, il faut attendre qu'il s'allume, il faut le mettre sur la tête, il faut se connecter, il faut lancer son application. Et c'est quand même beaucoup de choses pour quelque chose qui n'est pas très confortable. Donc c'est un produit encore occasionnel. Un produit occasionnel à 4 000 €, bah, c'est pas forcément le produit qu'on a envie de recommander au plus grand monde. Mais 3 690, non? 3 699, il a baissé en France. Ouais. Wow. Donc il y a quelle générosité Apple, franchement. Non, on a une baisse de 300 €, c'est notable. Mais voilà, dans l'idée, le système d'exploitation est top, le meilleur de sa catégorie sans aucun doute. D'un point de vue technologique, c'est le produit Apple qui ressemble le moins à du Apple, dans le sens où Apple est rarement le pionnier en specs. Apple est plutôt celui qui privilégie l'expérience utilisateur aux caractéristiques techniques. Là, t'as pas un meilleur casque de réalité virtuelle, réalité mixte sur le marché, mais malgré tout, à ce prix-là, avec le poids et avec les défauts du 1 qui sont encore dans le 2, ça reste un produit très niche que je ne recommanderais qu'aux personnes qui travaillent dans le milieu. Donc ouais, alors tu as raison, moi je pense que c'est même un produit de développement, de développeur. Ouais. C'est un super prototype inaccessible. Et d'ailleurs, je trouve que le fait de mettre le dernier processeur, c'est avant tout penser aux développeurs. Parce que tu upgrades un produit qui va permettre aux développeurs, en tout cas pour peu qu'il y en ait qui travaillent sur le Vision Pro. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'ailleurs, ça c'est un autre sujet. Il y a des gens qui y croient, hein. Enfin, il y a des personnes qui ont fait le pari de miser là-dessus. Ouais, mais enfin, t'as pas l'appli Killer App qui te fait craquer quoi encore aujourd'hui, tu vois. T'as pas Netflix, on parlera tout à l'heure de Samsung. C'est intéressant parce que il y a l'appli Netflix. Oui, mais tu vois, Netflix est une approche du présent. L'approche d'Apple est plus arrêtée sur le futur. Ce qu'Apple est en train de miser sur quelque chose en ce moment, c'est le développement des contenus immersifs. Ils l'ont pas assez fait ces dernières années, mais là ça commence. Ils ont un deal avec la NBA pour diffuser des matchs. L'idée, c'est de dire, t'es un fan de basket. Tu t'achètes un Vision Pro et une fois par semaine, tu mets le casque sur la tête et tu es au premier rang dans un stade et tu vois le match comme si tu y étais, tu te téléportes. Et ça c'est intéressant. Et c'est la même chose avec ce qu'ils viennent de signer avec la F1. Alors imagine-toi quelqu'un qui est vraiment amateur de F1. Il y a une belle clientèle où il y a des gens qui ont les moyens de voyager partout. Alors, tu es le dimanche, tranquille, chez toi, tu te mets le casque et c'est comme si les bagnoles couraient devant toi. Ou tu es même dans la voiture. Ils ont fait, au moment de la sortie du film Formule 1, ils avaient ajouté une caméra immersive dans une Formule 1 avec Brad Pitt à l'intérieur. Et du coup, tu pouvais le voir de son point de vue, la conduite, être à l'intérieur avec lui. Maintenant, la F1 TV te permet de suivre chaque pilote. Voilà. C'est à toi de choisir. Tu pourrais le faire en immersif. On a appris que sur le match du Real Madrid-Juventus en football mercredi dernier, ils ont installé 100 caméras dans le stade pour faire des tests. Donc ils ont une volonté d'aller justement sur cette killer app qui serait de proposer des contenus que tu ne peux pas avoir sur une télé, sur un téléphone, ce qui pour le coup est unique dans l'industrie. C'est les seuls à faire ça. Est-ce que ça coûte pas énormément d'argent pour pas grand-chose ? Peut-être. Après, Apple peut se le permettre. En tout cas, il y a potentiellement de quoi faire. Et justement, pour avoir discuté avec les gens d'Apple cette semaine du Vision Pro, on a parlé des rumeurs qui disent que la catégorie serait abandonnée, qu'Apple miserait sur les lunettes. Et de ce que je comprends et de l'implication des gens qui bossent sur ce projet, je pense que tout ça est extrêmement déformé. Je pense qu'Apple a en effet focus ses équipes sur le développement de lunettes parce que c'est une catégorie qui a un plus gros potentiel de vente. Et là, ils sont en retard. C'est pas pour autant qu'ils ont abandonné les casques. Je pense que le casque sera toujours un produit avec un usage un peu plus niche, immersif, travail sur lequel Apple va continuer de miser, mais que le but est d'avoir des lunettes qui font 5000 fois leur volume de vente et rapidement. Donc peut-être que des équipes Vision Pro ont shifté sur les lunettes, mais c'est pas pour autant que le Vision Pro est annulé, ça va continuer. Oui, non. Et avec les milliers de clients du Vision Pro, c'est quand même autant de bêta-testeurs pour différentes technologies. Et pour le système. Qui par la suite vont être développés pour Vision Pro, mais très probablement vont être adaptés pour les petites lunettes qui vont se vendre en plus grand nombre. Et c'est pour ça que moi je dis toujours que les gens qui ont acheté des Vision Pro, c'est un club select de bêta-testeurs à qui ça coûte cher, mais ils sont en avant de la parade. Dans ce contexte-là, ils ont un avant-goût de ce à quoi ça va ressembler bientôt. Tu plonges dans le futur, quoi. Totalement, c'est vraiment... Et alors si tu rentres dans un Waymo avec un Vision Pro, alors là, là t'es au top. On va le faire. Vous allez m'accompagner, je l'ai avec moi. Vision Pro. Allons faire du Vision Pro. Mais bien sûr. Je trouve que c'est excellent. Non mais attends, de toute façon, tout ce qui se passe à San Francisco reste à San Francisco. Ça pourrait être marrant, les touristes vont adorer. Allez. Et le gars, l'opérateur qui te regarde dans le Waymo, tu sais, il se dit mais c'est là, ceux-là ils sont complètement fous quoi.
Peut-être qu'ils vont nous prendre pour les Daft Punk, qui sait. Alors, voilà pour le Vision Pro. Donc, petite mise à jour, petite baisse de prix. C'est pas ça qui va faire, qui va changer la donne. Hein. Je sais pas, à mon avis, c'est pas ça qui va faire que les ventes vont décoller. Ce qui est intéressant, et ça c'est très intéressant je trouve, c'est que le principal concurrent, le rival d'Apple, se lance dans la guerre, dans la bataille du masque de réalité mixte. Et ça, c'est peut-être l'information la plus importante. Finalement, parce que Apple, en étant, alors pas seul parce qu'il y avait Meta, mais le fait de voir que Meta, Apple, Samsung avec Google, on va y revenir, et puis après les Chinois qui sont aussi présents sur ce marché, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer, quoi, tu vois. En tout cas, pour Apple, c'est une validation de sa stratégie. C'est-à-dire que la plus grande déflaterie dans la tech, c'est la copie. Quand quelqu'un vient de copier, c'est que tu as potentiellement une bonne idée. On en parlait avec Bruno tout à l'heure. J'étais très sceptique sur le projet de Samsung qui ressemblait lors du début, lors des premières annonces, à nous aussi on sait faire. Vraiment cet aspect, on sait que Samsung a toujours eu une sorte de petit complexe vis-à-vis d'Apple et a toujours cette envie. Les rumeurs disent qu'Apple va faire un téléphone fin, Samsung dans un téléphone fin. Le produit n'est pas du tout abouti, il n'est pas prêt, mais c'est pas grave. Ils sont les premiers, ils veulent montrer qu'il n'y a pas qu'Apple qui fait des choses. Et alors, ce qui est intéressant, parce que juste petite parenthèse sur les téléphones ultra fins, visiblement, ça marche pas. Que ce soit chez Samsung qui arrêterait même pour l'année prochaine une nouvelle version de son Galaxy Edge. Et chez Apple, les premiers retours qu'on a, c'est que c'est pas, ça cartonne pas, hein. Sauf en Chine, je crois. Oui, c'est en dessous de ce qui était prévu, paraît-il. Mais malgré tout, pour l'instant, il bénéficie d'un côté lancement avec des early adopters. Donc il va falloir juger la catégorie après Noël notamment. Mais bon, c'est vrai que ça n'a pas énormément fonctionné. Et pour revenir au casque, Samsung, on avait l'impression qu'ils allaient faire un Apple Vision Pro like, mais personne n'allait en vouloir, et finalement ils lancent un produit qui coûte 2 fois moins cher, qui est à 1800 $ au lieu de 3500 chez Apple. Comme par hasard, c'est 50% de moins, quoi. 50% de moins, ouais, vraiment, tu vois. Là, il faut bien analyser tout ça. Tous ces messages, en fait, voilà, tous ces signaux, c'est pour contrer Apple. Exactement. En fait, leur stratégie, elle tient sur 4 aspects. Tu as le prix. Tu as le poids, c'est-à-dire que là où Apple est à 800, eux ils sont à 550 à peu près, avec du plastique, donc c'est beaucoup plus cheap, hein. C'est-à-dire que tu n'as pas la possibilité d'avoir des straps en tissu ou quoi, tu as un seul strap en plastique que tu serres autour de ta tête, ça ressemble un peu à la Meta, quoi. Un peu à la Meta, c'est vraiment une copie de ce qu'avait fait Meta avec le Meta Quest Pro il y a quelques années. Tu as cet aspect-là, tu as l'intelligence artificielle, donc là aussi comme tu le dis, il n'y a pas de message passé au hasard. Quand tu dis autant, voilà, ils présentent le casque non pas comme le futur de l'informatique, mais comme le futur moyen d'utiliser les IA, en disant avec ça vous allez pouvoir inventer des choses devant vous, pouvoir animer des photos et les transformer en vidéo, pouvoir entourer des trucs de votre vie et demander des informations à Gemini. Donc ça c'est des trucs sur lesquels Apple n'est pas du tout, au contraire Apple a l'air d'être plutôt largué, y compris en interne sur ce développement là. Et le dernier aspect, et c'est là où pour moi Samsung a gagné la première bataille, c'est les contenus. C'est là où Apple mise sur des contenus ultra futuristes en mettant des caméras dans des stades pour des choses qui n'arriveront pas avant plusieurs années. Et bien Samsung te dit on a signé avec Netflix, on a toute la suite Google avec YouTube, avec YouTube TV, avec Google Maps, avec Google Photos, on va avoir du HBO Max au lancement. Si vous achetez notre casque, on vous offre 1 an de YouTube Premium, 1 an de NBA pour regarder les matchs de basket dedans. En fait, tout ce qui est offert en contenu, c'est équivalent à 1000 $ de service. Donc en fait, si tu enlèves ces 1000 $ de service, ton casque il te revient à 800 $. Pour quelqu'un qui est abonné à YouTube Premium, qui est abonné au basket aujourd'hui, qui est abonné à YouTube TV aux États-Unis, et ben il achète le casque, il fait 1000 $ d'économie et pour 800 $, il a un produit qui lui permet de regarder des contenus sur un écran géant. C'est imbattable comme proposition. Maintenant, elle manque peut-être d'ambition par rapport à celle d'Apple, mais c'est pas grave, c'est la meilleure proposition sur le présent. Et moi, la lecture dans ces 2 combats de casques, ce que je trouve intéressant, c'est ultimement, c'est ton 4e point, c'est le contenu. Et c'est ça qui fait à un moment donné. Parce que qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui avec un Vision Pro? Pas beaucoup de choses. Ça peut être agréable comme expérience, mais tu peux faire peu de choses. Et quand tu arrives avec un casque Samsung sur la tête, là, tu as un catalogue, mais presque infini qui est en train de s'ouvrir devant toi. Ben, juste le contenu YouTube, déjà, c'est infini. YouTube, bien sûr. Mais avec la filmographie disponible sur Netflix, sur les autres plateformes aussi, les deals qui sont en train d'être signés dans les différentes ligues de sport, c'est énorme. Et puis, ultimement, pourquoi on achète ça?
Ben, justement, pour vivre des expériences. Oui, bien sûr. Et pas une fois pour se le mettre sur la tête, ça prend 2 heures avant d'être prêt. On regarde le film puis après on le dépose. Alors pourquoi on parle de YouTube, la suite Google, etc. Parce qu'on a oublié de le dire, c'est que ce masque, c'est vraiment l'association Samsung-Google. Ouais. Vraiment. Ils l'ont fabriqué ensemble. Alors Samsung le hardware, Google le soft. Les deux, en fait, testent quelque chose. Android XR pour Google, le hardware de Samsung, tu parlais tout à l'heure justement que Samsung copiait Apple souvent. Il faut savoir que le meilleur hardware au monde, souvent c'est Samsung. Hein. Sur les écrans notamment. Les écrans, ils fabriquent de la mémoire, des processeurs, enfin ils savent faire plein de choses. Et donc c'est intéressant de voir que d'un côté, tu as le géant Google qui s'associe au principal concurrent d'Apple pour sortir un produit qui se veut être le meilleur des deux mondes, finalement. Et ce qui est marrant, c'est que tu sens dans leur communication qu'il y a une approche qui anticipe un éventuel flop, dans le sens où ils ne le présentent pas comme le produit qui va tout changer, mais comme on va avoir un nouvel écosystème de produits qui va partir de lunettes sans écran, qui va avoir des lunettes avec écran et qui va aller jusqu'au casque pour les expériences immersives. Et Android XR est la plateforme qui va équiper tous ces produits. On commence par le casque et très prochainement vous entendrez entendez parler de nous avec des lunettes. C'est le coup d'envoi d'une nouvelle aventure en fait. Mais c'est l'inverse de ce que peut dire Apple. Apple dans son approche ne donne jamais d'informations sur ses non, futurs il produits. communique pas. Donc Apple il va avec un Vision Pro à 4000 € avec des contenus qui n'existent pas encore et dit ça c'est l'avenir, il faut vous y préparer. Samsung dit bah nous on propose ça mais il n'y aura pas que ça, il y aura d'autres choses, on a Android, on a l'IA, on a plein d'idées, c'est les débuts, ne l'achetez pas forcément mais si vous l'achetez on vous offre des contenus. Donc l'approche est très bonne. Et c'est le début d'un écosystème. C'est Android XR. Et c'est ça qui est important. C'est vraiment ça où acheter Vision Pro, c'est une fin en soi. Quand tu décides d'acheter un casque comme celui qui est proposé comme Samsung ou probablement un deuxième fabricant qui a signé avec Google, ben c'est déjà, je veux dire, un investissement vers le futur parce qu'on sait que ça va grandir et que ça va être là parce que c'est un écosystème qu'on est en train de développer. Mais là-dedans, dans cette équation-là, ce que j'ai hâte de voir, c'est de voir la réaction de Meta. Et oui, évidemment. Qui est le troisième pour moi, ils sont les grands perdants larron de la foire. Et jusqu'à maintenant, Meta, c'était l'alternative. On s'entend, ils n'étaient pas sur le même terrain au niveau de la qualité, mais c'était l'alternative. Et là, tu as un Samsung qui arrive avec ça. Je pense qu'il y a des gens qui vont hésiter peut-être. Ce qu'il y a de dingue, c'est que parallèlement, Meta est sans doute la boîte la plus avancée dans ce domaine-là. Parce que les Meta Display qui sortent sont les premières lunettes de nouvelle génération avec un écran intégré. Alors que Apple, on sait qu'ils travaillent là-dessus, mais la première génération, ce seront des lunettes d'ancienne génération, enfin qui ressembleront à l'ancienne génération de Meta. Samsung a dit attendez, avant que nous on ait des lunettes avec des écrans, on en aura, mais avant il y aura un modèle sans écran. Et on voit que Meta finalement a creusé un sillon depuis des années et a 2-3 ans d'avance. 3 ans d'avance, je dirais. Après, attention quand même à la proposition de Meta qui aujourd'hui est sur un écran 2D sur un seul œil. C'est quand même très intéressant, mais toutes les rumeurs semblent indiquer que ce soit Samsung ou Apple vont aller directement sur les deux yeux, la 3D, l'immersion. Donc en fait, ce qu'Apple et Samsung lanceront certainement d'ici 2028 correspondra à ce que Meta lancera fin 2027 ou en 2028. Donc l'avance de Meta s'explique aussi par le fait que Meta commercialise qu'on pourrait qualifier de prototype chez les autres. Donc il y a aussi cet aspect-là. Maintenant, moi, je pense que c'est une mauvaise nouvelle pour Meta sur plein de niveaux parce que on est dans une industrie de la tech qui fonctionne souvent par duopole. Tu as Android macOS, Windows macOS, tu as Android et iOS, tu as toujours un système fermé avec un écosystème Apple et un écosystème ouvert où tu peux faire plus de choses, plus de liberté. Je doute que sur un segment aussi niche que la réalité mixte virtuelle lunettes, tu aies de la place pour un troisième écosystème. Je pense que tu auras un écosystème fermé. Pour moi, Apple a déjà gagné parce qu'Apple a déjà l'iPhone et l'iPhone est tellement puissant et drive tellement tout que l'écosystème fermé sera Apple et tu as une place pour un écosystème ouvert. Soit Meta réussit son coup et continue de développer le truc et donc du coup Android XR finit par être enterré ou fusionne avec Meta dans un accord improbable comme la tech on a souvent fait. Soit Android XR fonctionne, Samsung se met dessus, Oppo se met dessus, Xiaomi se met dessus. Et là Meta va se retrouver isolé. Complètement isolé. Meta ils ont c'est pas pour rien qu'il y a quelques années Meta a dit notre système d'exploitation on l'ouvre à tout le monde. C'est-à-dire que si tu veux fabriquer un casque sous Meta Horizon OS, tu peux. Mais pour l'instant il n'y a pas grand monde qui se bocule au portillon. Même eux, sur les casques on a l'impression que Mark Zuckerberg est quelqu'un qui fonctionne à l'obscur.
obsession. C'est-à-dire qu'il a un moment, il a une obsession métavers, il a une obsession réalité virtuelle. Là, il a une obsession lunettes. Il parle plus des casques. Il ne parle que des lunettes, des Ray-Ban et de cet aspect-là. Donc, si demain Meta fait un recul sur les casques et fait de la recherche et développement dessus, mais ne lance plus rien, et que derrière Android XR se met à arriver sur les lunettes avec une super interface, avec des applications, ce qui est fort sur Android XR, c'est que ça supporte toutes les applications Android. Et ça, c'est une grosse erreur d'Apple de ne pas l'avoir fait. Apple a laissé aux développeurs le choix. Grosse erreur, parce qu'évidemment que Netflix et Google, qui détestent Apple, ont refusé que ce soit possible de le faire marcher sur le Vision Pro. Chez Android, tu n'as pas le choix, c'est-à-dire que tes produits sur Android XR peuvent faire tourner toutes les applications téléphone, Android TV, tout ça. Donc rien que ça fait que Google va partir avec une très très belle avance sur ce segment. Et au niveau hardware, parce que c'est vrai que ce qui bluffe quand tu as, je sais pas si tu as testé Bruno, le Vision Pro, mais ce qui est bluffant, c'est la qualité des écrans qui sont 4K. Qui sont dingues. On sait que Samsung est très bon là-dedans. Est-ce qu'ils font mieux qu'Apple? Non, moins bien même. Ils sont sur la même technologie qui est le micro OLED, qui aujourd'hui n'existe que sur ce segment de réalité virtuelle. Mais là où Apple a une meilleure définition d'écran et un meilleur taux de rafraîchissement. On est sur du 120 Hz alors qu'on est sur du 90 Hz max et c'est pas le mode par défaut sur le Samsung. Maintenant, encore une fois, on est sur les usages. C'est-à-dire que si à la fin, l'usage principal de ce produit est de regarder des films qui sont généralement tournés à 24 images par seconde, tu t'en fous. Et l'approche, c'est là où l'approche de Samsung me paraît intéressante. C'est que Samsung n'est pas sur. Et puis ces écrans coûteront moins cher que ceux de Samsung qui coûtent une blinde, qui sont fabriqués par Sony. Parce qu'Apple, avec ses optiques, je vous présentais un peu obsolètes, tu as un meilleur champ de vision, donc tu vois un petit peu plus largement chez Samsung que chez Apple. Donc rien que ça, c'est intéressant. Tu parlais de YouTube, de Netflix, d'HBO. Ce sont en fait des copier-coller d'applications sur Android pour regarder un film en 2D, donc comme au cinéma. Les deux. Ou est-ce que tu peux avoir par exemple des contenus immersifs comme tu peux les avoir sur Apple? En l'état, tu as des deux, tu as des applications Android qui sont adaptées Android XR et des applications Android XR natives. YouTube et Netflix, c'est des vraies applications Android XR, mais c'est des contenus 2D. C'est vrai que pour moi, c'est le point faible de la présentation de Samsung et Google la semaine dernière, c'est qu'il y a très peu d'exemples de contenu immersif développé pour le casque. On nous parle d'IA et d'applications, mais on nous parle pas de comment ce casque pourrait réinventer le divertissement, le sport, l'information, alors qu'Apple ne parle que de ça. Donc pour moi, c'est vraiment deux approches différentes. Je pense que l'approche d'Apple est la plus ambitieuse, qu'Apple est peut-être celui qui fait le meilleur pari sur l'avenir et celui qui va finir par avoir raison. Mais qu'en l'état, Samsung donne un produit qui ringardise celui d'Apple. Qui est mieux fini en fait. En tout cas, avec un écosystème mieux fini. Oui, en fait, la question c'est si tu n'es pas un développeur et si tu ne travailles pas justement sur ces types de contenu immersif et que tu veux juste le meilleur casque de réalité virtuelle mixte, mais le Samsung est le meilleur rapport qualité-prix. Tu payes 2 fois moins, tu as plus de contenu, il est plus léger. C'est un super. J'ajoute aussi un élément sur lequel ils sont malins, c'est qu'ils supportent le jeu sur Windows en réalité virtuelle. Donc tu mets SteamVR sur ton PC, tu branches ton Samsung en USB et tu peux jouer. Apple, tu peux pas faire ça. C'est évidemment bloqué, il n'y a même pas. Tu peux le faire sur Meta, je crois. Sur Meta aussi, tu peux le faire, mais tu n'as pas la qualité des écrans. Tu n'as pas mais c'est pas le même prix aussi. Ils sont pas dans la même. Ils jouent pas dans la tu vois, même. Parce que là, tu as 1008, Samsung, Meta, c'est 300-400 €. Ça commence à 300, t'en as 500, et ils avaient fait une initiative avec le Pro, mais ça a floppé. Mais oui, c'est sûr que c'est pas les mêmes catégories. Bon, tout ça arrive, et c'est cool. On parlait de lunettes connectées. Ce qui est intéressant, c'est que je vous rappelle qu'on est ici à l'occasion de ce rendez-vous Delivering de Future, dans cette grande agence de livraison de colis. Et donc Amazon présente pas mal de nouveautés. Et justement, Bruno, une paire de lunettes connectées, alors non pas pour les clients, mais pour les livreurs. Oui, et ça c'est intéressant parce que ça va dans la vision d'Amazon de numériser les données, de digitalize de data, là, quelque chose comme ça. Et c'est très habile de leur part. On en avait déjà entendu parler, mais là, on a eu l'occasion de les voir. Et ça, c'est... Je pense que le mot est bon, c'est bluffant. Parce que dans le fond, ce qu'on permet de faire aujourd'hui, c'est de donner de l'information en temps réel au livreur pour optimiser son temps quand vient le temps de livrer un colis. Mais en même temps, on est en train de faire de l'acquisition de données qui, par la suite, va être utilisée pour permettre à des systèmes robotisés de faire le même travail que des livreurs humains aujourd'hui. Mais en attendant, ce que ça permet de faire, on parlait d'évolution dans la dernière demi-heure. Moi, je me souviens, il n'y a pas tellement longtemps, on nous montrait, je pense que c'est l'an dernier ou il y a 2 ans, un camion de livraison de Prime qui était installé avec des lasers. C'était l'année dernière, c'était à Nashville. Ouais. Exactement. Et donc là, il y avait un système laser embarqué dans le camion qui pointait les colis qu'il devait faire. Maintenant, le livreur, avec sa paire de lunettes connectées,
Ben, il a juste à regarder le paquet ou l'enveloppe et il va avoir l'information qui apparaît dans le verre. Ouais, c'est ça l'idée. Ouais, c'est que en fait, le livreur a ses lunettes, Ouais. il regarde les colis, et il va savoir quel colis il doit livrer à l'endroit où il est. C'est ça, l'idée c'est de se séparer du téléphone. L'idée c'est de se séparer du téléphone avec une approche où aujourd'hui on le voit quand on se fait livrer, le livreur il va prendre en photo il a son le code téléphone, barre, GPS il va peut-être prendre là. en photo que vous voulez récupérer, il vous fait signer quelque chose. Là l'idée c'est qu'avec les lunettes, il sort, il va dans le camion, ça lui dit où est le colis qu'il doit prendre, il le regarde, ça le scanne, il l'apporte à la personne et la livraison, il y a une preuve de livraison, c'est-à-dire que c'est filmé aussi, tu sais que la personne l'a eu ou quoi que ce soit. Entre-temps, ça lui a marqué le chemin pour se rendre à la porte où il doit livrer le colis. Ouais. Et c'est autant de données qu'on prend sur. Et puis un truc tout bête, les amis, il se retrouve avec les deux mains libres. Exactement, non mais c'est ça aussi preuve, la force de ce truc-là. Une nouvelle preuve que cette catégorie des lunettes, à laquelle certains ne croient pas du tout, et clairement le futur. La principale limite qu'on a eu jusqu'à maintenant, c'était la miniaturisation des composants électroniques, des batteries, tout ça. Si demain on arrive à régler ces problèmes-là, que ce soit pour le grand public ou pour les professionnels, les lunettes vont devenir une catégorie informatique majeure. Je ne fais pas partie des gens qui disent qu'elles vont remplacer le téléphone, je pense que le téléphone va rester. Par contre, je pense qu'il y a plein d'usages pour lesquels je suis plus inquiet pour les montres, par exemple. Je pense que les montres, au-delà de suivre la santé, elles ont un avenir beaucoup plus limité avec les lunettes. Mais c'est intéressant tout ça, parce que finalement, il y a des gens qui détestent porter des montres et qui, on fait l'impasse sur l'Apple Watch, etc., ou sur les Garmin, et puis il y a des gens qui ne portent pas de lunettes. Oui. Parce qu'ils n'en ont pas besoin, tu vois. Est-ce que tu vas obliger ces gens-là à porter des lunettes demain pour être augmentés, quoi, en quelque sorte? Ça ouvre plein de débats. Juste un mot, il nous reste 2 minutes. J'aimerais qu'on évoque aussi la robotique, parce que Amazon a présenté aussi de nouveaux robots. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a un qui arrive à jauger le toucher. Ouais. C'est dingue. Je ne sais pas si vous avez vu ce truc-là. En fait, il a des petites... c'est des senseurs. Hein? Ouais, des senseurs et puis des ventouses, en fait. Des petites pattes, ventouses, en fait, il prend délicatement les colis, mais en fait, on se dit, ok, d'accord, mais tout dépend du poids du colis. Il arrive à savoir tout ça, la forme du colis, parce que les ventouses ne marchent pas sur un truc rond. Enfin, et tout ça, c'est généré par l'IA. Tout ce que l'humain fait tout simplement naturellement. Mais bien sûr. Mais là, on arrive à être capable de reproduire ce geste-là chez la machine. Mais déjà, l'an dernier, on nous commençait à présenter ça. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est toute une chaîne. Parce que ce robot-là, ou ce bras robotisé-là, est capable d'accomplir beaucoup plus de travail qu'il y a seulement 1 an, des robots qui étaient dans les centres de distribution comme celui-ci. Et c'est ça qui est fascinant de voir l'évolution de la technologie et de l'utilisation des robots dans des centres de livraison comme ici. Là, c'est un centre de livraison, mais en manufacture, c'est la même chose. Hein? Et c'est de voir l'évolution de la robotique qui, de plus en plus, elle-même est en train de faire évoluer leur utilité. Et bon, la conclusion, c'est est-ce qu'un jour, il y aura encore des humains dans les centres Amazon? D'ailleurs, c'est un peu la polémique en ce moment avec cet article du New York Times qui dit que Amazon prévoit 600 000, pas suppression d'emplois, mais en tout cas d'embauche en moins. Ouais. Grâce à la robotique. Bon, voilà. C'est évident. Mais le point, moi, pour avoir vérifié, ce que Amazon nous dit, c'est qu'essentiellement, ça fait partie des documents, des discussions. Il n'y a rien d'arrêté là-dessus. Ouais, mais bon, si ça fait partie des documents et des discussions, c'est que c'est quand même sur la table, tu vois. Enfin, il ne faut pas se voiler la face. Mais c'est intéressant. Merci à tous les deux. Bah écoute, avec plaisir, on est content d'avoir pu discuter de tout ça, c'est assez passionnant. Ouais, c'est passionnant, c'est clair. De la Silicon Valley. Trop bien. Merci beaucoup Nico. Et pour prolonger évidemment toute cette aventure, vous pouvez aller sur Numérama bien sûr et regarder les vidéos et lire les articles de Nicolas Lelouch. Un petit reportage sur les taxis autonomes, Waymo, Tesla. Et bien sûr. Je pense que ça va être très cool. Donc, forcément. Si vous aimez ça, si vous voulez me voir avec un Vision Pro dans un Waymo, je pense que ça sera là. Waouh. Et merci à toi Bruno. Et on se revoit en vrai au CES de Las Vegas. Évidemment. Pas tellement loin d'ici. Mon carnet de l'actualité numérique et ton 120 secondes de tech. Vous restez avec nous, on a encore une petite demi-heure à passer. Comme on est bien dans ce centre de livraison, on va y rester. Et on vous réserve quelques interviews très intéressantes, en fait, de personnalités très très puissantes ici chez Amazon, qui bossent dans la tech et qui vont nous raconter comment la livraison est en train d'être révolutionnée. Merci d'être là. On revient dans un instant, juste après cette petite pause. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.
Voilà le retour de Tech Co, la quotidienne. Nous sommes ici, je vous rappelle, à l'occasion de ce rendez-vous Delivering the Future organisé par Amazon. Et justement, on va s'intéresser à la livraison, au futur de la livraison avec, tiens, comme première invitée, Sarah Matthew qui nous a rejoint. Bonsoir Sarah. Sarah, vous êtes vice-présidente Delivery Experience, comme on dit chez Amazon. Hein. Vous dirigez l'équipe donc qui s'occupe de tout ce qui est la livraison, responsable aussi de l'expérience client sur la livraison. Alors évidemment, j'ai plein de questions à vous poser, mais la première peut-être, quel est votre métier? Comment définissez-vous votre job? Je suis vice-présidente de l'expérience de livraison chez Amazon. Concrètement, quand vous allez sur le site et que vous voyez une date de livraison, c'est mon équipe qui l'affiche. Les options que vous voyez au moment du paiement pour choisir quand recevoir votre commande, tous les emails que vous recevez concernant la livraison et des programmes de livraison. En résumé, tout ce qui concerne la livraison chez Amazon, c'est mon équipe qui est derrière. Basically, all the speed and convenience and all the amazing delivery work Amazon does, my team helps bring to life. Alors Sarah, on parle aussi beaucoup d'intelligence artificielle dans tous les secteurs. Est-ce que l'IA est en train de bouleverser aussi le secteur de la livraison chez Amazon? Yes, I don't know anybody for whom AI is not important right now, but I think about AI in my job coming to life. Oui, je ne connais personne pour qui l'IA ne soit pas importante aujourd'hui. Dans mon métier, l'IA se concrétise de plusieurs façons. L'une d'elles concerne la gestion des stocks. Pour garantir une livraison rapide, il faut que les produits que vous voulez soient proches de vous. Nous livrons rapidement en plaçant les articles près des zones où la demande client est forte. Cela est possible grâce aux données clients, ce qui nous permet de placer les articles là où les gens en ont besoin. Et nous savons que cela varie d'une ville à l'autre, d'un pays à l'autre. C'est donc un domaine où l'IA nous aide énormément. Alors on sait que chez Amazon, l'expérience client est au cœur en fait de votre ADN. Hein. Qu'est-ce qui est aujourd'hui le plus important? Est-ce que c'est la rapidité de livraison? Est-ce que c'est le coût aussi de la livraison ou autre chose? Am I allowed to say all of the above? I think really for me, it's about making our customers' lives easier. Pour moi, le plus important, c'est de simplifier la vie de nos clients et cela se traduit de plusieurs manières. Déjà, la rapidité. Les clients adorent la livraison rapide, ils l'ont toujours aimé et je pense que ce sera toujours le cas. Vous pouvez commander le matin et recevoir votre produit dans la journée ou comme moi, souvent, je commande avant d'aller me coucher et quand je me réveille le matin, le colis est déjà sur le pas de la porte. Mais parfois, je n'ai pas envie d'une livraison immédiate. Si je commande le matin, je préfère parfois recevoir le colis que dans 2 jours, par exemple, si je pars en week-end. Offrir donc aux clients la possibilité de choisir le jour qui leur convient, c'est essentiel. En plus, il y a la possibilité de regrouper plusieurs articles dans une même livraison. Tout cela compte et chaque client accorde de l'importance à des aspects différents selon les moments. C'est pourquoi nous voulons tout leur proposer. At different times, one or more are going to be important, and so that's why we want to offer them all. Alors on est dans un rendez-vous qui s'appelle Delivering the Future. Ben justement, si on se projette un petit peu, Sarah, quelles sont les prochaines innovations sur lesquelles vous travaillez et qui vont peut-être révolutionner la livraison de colis à domicile? Oui, nous avons annoncé récemment une nouvelle fonctionnalité appelée « Ajouter à la livraison ». Elle est disponible aux États-Unis pour les membres Prime. C'est un bouton bleu. Si vous pouvez ajouter un article à votre prochaine livraison, il est indiqué « Ajouter à la livraison d'aujourd'hui » ou « Ajouter à la livraison de demain ». Vous appuyez sur ce bouton et l'article est livré avec votre prochaine commande. Jusqu'à présent, les clients l'ont utilisé 50 millions de fois, ce qui nous rend énormément fiers. Alors ici, on est dans un endroit où il y a énormément de robotique, mais est-ce qu'à votre avis, demain, puisqu'on se projette sur le futur, est-ce que demain, on peut imaginer que des robots nous livrent aussi à la maison? Les robots nous aident déjà dans toutes les étapes de la livraison aujourd'hui et je pense qu'ils continueront à le faire à l'avenir. Vous pouvez les voir ici et aussi dans nos centres de livraison le jour même où ils aident à apporter les articles aux salariés qui les préparent plutôt que ce soit lui qui doive aller les chercher. La robotique est donc et restera une composante essentielle de notre expérience de livraison. Merci beaucoup Sarah Matthew. Rappelons que vous êtes vice-président Delivery Experience chez Amazon. Merci. Tech Co, la quotidienne sur BFM Business. Alors, autre invité spécial de ce Delivery de Future signé Amazon, c'est Chris Delvizis qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Chris.
Vous êtes principal product manager géospatial chez Amazon et en fait vous êtes chef de projet de ces fameuses lunettes connectées de livraison chez Amazon. Mais j'aimerais bien, pour première question, que vous m'expliquiez ce qu'est votre métier chez Amazon. Je suis chef de produit chez Amazon et avec mon équipe, on travaille sur des technologies qui améliorent l'expérience et la sécurité des Allez, on livreurs. rentre dans le vif du sujet. Présentez-nous ces lunettes connectées que vous portez aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, je porte les nouvelles lunettes connectées de livraison d'Amazon. C'est un système portable conçu spécialement pour nos livreurs. Vous voyez cette forme particulière? Il y a les lunettes, un module de calcul et une batterie. Tout est pensé pour offrir du confort et une autonomie d'une journée complète afin que nos livreurs puissent effectuer leur livraison les mains libres. Alors ces lunettes sont faites pour les livreurs en fait, mais comment pouvez-vous leur changer leur quotidien, améliorer leur quotidien avec ces lunettes? Today, our drivers rely very much on a mobile phone, but as you can imagine, it's a very hands-on job. They're holding packages and they also have to Aujourd'hui, hold nos the livreurs phone in dépendent their beaucoup hands. de leur téléphone. Mais comme vous pouvez l'imaginer, c'est un travail très manuel. Ils tiennent les colis et doivent aussi tenir le téléphone. Ils jonglent entre les deux. Les lunettes leur permettent donc de libérer leurs mains. Les informations apparaissent sur un petit écran dans les lunettes, visibles dans leur champ de vision. Leur tête reste levée, ils sont plus conscients de leur environnement et des éventuels dangers, comme un obstacle ou un chien agressif. Est-ce que ces lunettes sont encore un prototype ou est-ce que ça va bientôt arriver sur le marché? C'est un prototype que nous testons sur le terrain avec de vrais livreurs. Les lunettes leur permettent de gérer tout le processus de livraison depuis le camion. Ils peuvent scanner les colis, recevoir les instructions de navigation jusqu'à la porte et une fois arrivés, prendre la photo de preuve de livraison, celle que vous voyez dans l'application Amazon où votre colis a été déposé. On a bien compris que ces lunettes étaient aujourd'hui destinées aux livreurs, mais est-ce que demain, on peut imaginer qu'elles se généralisent dans d'autres secteurs chez Amazon, par exemple ici, dans les centres de distribution pour certains employés? Pour l'instant, nous nous concentrons uniquement sur nos livreurs. Mais la technologie que nous développons pourrait être appliquée à de nombreux autres cas d'usage au sein des opérations d'Amazon. Chris, tout à l'heure, vous nous avez dit que ces lunettes étaient un peu votre bébé en préparant cette interview. Pourquoi c'est un peu votre bébé, ces lunettes? We're really passionate about building products that really help our drivers. Nous sommes très passionnés par la création de produits qui aident vraiment nos livreurs. C'est donc un projet très amusant pour moi. Nous avons travaillé main dans la main avec eux. Ils sont venus dans nos laboratoires, ont essayé différentes formes de lunettes, nous ont aidés à optimiser la position de l'affichage et l'expérience utilisateur. Alors quand on les regarde bien, ces lunettes, il n'y a qu'un écran sur l'un des verres, c'est ça? L'écran est du côté droit. On parle beaucoup d'IA ici. Est-ce qu'il y a de l'IA dans ces lunettes? J'imagine que oui. Oui, il y a une IA qui fonctionne directement sur l'appareil. Elle aide les livreurs à scanner les colis efficacement, leur donne les instructions de navigation et peut même détecter automatiquement certains dangers, comme la présence d'un chien, pour avertir un futur livreur. Est-ce qu'il y a aussi des capteurs dans ces lunettes? Les lunettes ont deux caméras et des capteurs inertiels à la fois dans les lunettes et dans le module de calcul. Alors aujourd'hui, c'est vrai que les lunettes connectées, c'est un peu la tendance, hein, c'est la mode. Évidemment, il y a les Meta, Ray-Ban, il y a aussi Samsung qui prépare ces lunettes. On parle aussi d'un projet chez Apple. Est-ce que vous y croyez dans ces lunettes connectées pour le grand public? Je pense que la technologie est vraiment intéressante, surtout par les nouveaux usages qu'elle permet. Nous, on est très enthousiastes sur ce qu'elle apporte à nos livreurs, notamment en matière d'expérience et de sécurité. Les lunettes offrent une conscience contextuelle de ce qui nous entoure grâce aux caméras et elles peuvent vraiment simplifier et optimiser l'expérience, aussi bien pour les consommateurs de demain que pour nos livreurs aujourd'hui. Alors votre job aussi chez Amazon, c'est de bosser sur le géospatial. C'est un nom un peu bizarre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le géospatial? Le géospatial, c'est la compréhension virtuelle de l'espace physique. C'est ce sur quoi notre équipe travaille. Par exemple, les lunettes donnent des instructions de navigation, donc une partie du travail consiste à comprendre où se trouve le livreur dans le monde pour mieux le guider jusqu'au point de livraison exact. Chris, on le disait tout à l'heure, ces lunettes sont encore à l'état de prototype. À votre avis, dans combien de semaines, mois, années pourront-elles se généraliser?
we're still actively building and working with our Nous continuons drivers, à développer so et we à wanna collaborer make avec nos sure livreurs. that it's, Nous voulons être sûrs que it's tout really soit ready vraiment to prêt go and avant ready un for déploiement à scale. So grande our échelle. process is very C'est un processus iterative, and très so, itératif, mais on espère que ce sera pour hopefully bientôt. we'll see it soon. Et au-delà de ces lunettes connectées, Chris, quels sont vos autres projets technologiques au sein d'Amazon? Yes, so there's a lot we're investing in to, again, improve driver experience, driver safety. Earlier this year, we announced Project Nous investissons Wellspring, beaucoup pour améliorer which is a l'expérience et la generative sécurité AI des livreurs. solution Plus tôt cette that, année, nous avons again, annoncé in le our projet geospatial Wellspring, world, it's a better une solution understanding d'intelligence of the physical artificielle world générative développée using, par notre équipe géospatiale. generative Elle permet AI. une meilleure So compréhension it du takes monde data physique à from partir de données variées, addresses all adresses, over the images world, satellites et d'autres satellite informations imagery, lots pour of mieux different optimiser data les points to itinéraires, have aider this les better conducteurs à understanding trouver so des we zones de can stationnement better sûres. optimize C'est our un projet routes for très drivers, excitant. help them understand safe parking locations. It's a really exciting experience. Yeah. Merci beaucoup Chris Delvisis, donc, qui est chef de projet des lunettes connectées de livraison chez Amazon. Passionnant, merci beaucoup. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Avec notre prochain invité, on va parler maintenant de robotique et de dextérité. C'est vrai qu'aujourd'hui, ici dans ces centres de distribution, vous avez des robots qui arrivent à manipuler des petits colis, des gros colis et qui arrivent à comprendre leur environnement. On en parle tout de suite avec notre invité Aaron Parnes qui nous a rejoint. Bonsoir Aaron. Aaron, vous dirigez les équipes de sciences appliquées en robotique et intelligence artificielle chez Amazon. Première question, présentez-nous votre travail. Que faites-vous ici chez Amazon? Yeah, I am a director of applied science. Je suis directeur des sciences appliquées, mais pour faire court, je suis un constructeur de robots dans les deux sens. Je conçois le matériel, mais aussi le logiciel, puisque nous développons les capacités et les compétences du robot. Alors Aaron, vous avez travaillé à la NASA, exactement au Jet Propulsion Lab, qui est un labo fantastique qui a travaillé notamment sur les rovers qui allaient sur Mars. Vous travailliez déjà à l'époque sur la robotique quand vous étiez à la NASA? Yes, I have always been a robotics guy and I went Oui, j'ai to toujours été NASA passionné de JPL robotique. because Je they suis were allé building au amazing JPL de la robots, NASA parce qu'ils like the Mars construisaient des rovers, robots extraordinaires Curiosity, comme les rovers Ingenuity, martiens, Curiosity, Ingenuity, but Persévérance. my passion has Ma always been passion a robots. toujours été les robots. Quels sont aujourd'hui les principaux défis pour donner aux robots un véritable sens du toucher et de la précision aussi dans ces entrepôts? Yeah, so traditionally industrial robots are Alors only traditionnellement, going les to robots waypoints industriels in se déplacent space. simplement They're d'un point A navigating just à un by point B position. dans l'espace. They don't Ils se feel the repèrent world. uniquement par position, mais ils ne sensors ressentent exist, pas le so monde. Les giving the capteurs robot a existent, sense of donc touch, installer un capteur de meaning force, ce n'est physically pas le plus installing difficile. a La force difficulté, torque c'est sensor. d'interpréter ce signal, This de was not comprendre the ce hard qu'il problem. signifie et de The hard planifier les problem mouvements du robot is en fonction de ces données. interpreting that signal, making sense of the sensor outputs and planning the robot's motions to leverage that signal. I can give you an example. As people, when we pick up a coin off the Par exemple, table, quand nous ramassons we don't une actually pièce sur go la to table, the nous ne la place where saisissons we pas grasp the directement. coin. Nous touchons We d'abord la touch the table, table puis first, faisons and then glisser we nos doigts. slide our fingers Donner ce along type the de table, comportement au robot, making sure la not to capacité de smash our penser fingers à or- comment or utiliser let le go of toucher the dans les table. actions, c'est ça Yes. le plus difficile. And so giving the robot this kind of capability to think about how to use touch in its plans and how to react to that feeling, that's the hard part. So the thing that sense of touch gives you is an ability Ce sens to du deal toucher with donne au robot la high capacité de clutter. gérer des environnements And so très Amazon encombrés. stores Amazon inventory stocke ses on produits sur large de bookshelves, grandes étagères et nous and voulons les we wanna ranger de store manière the très items very efficace car le densely mètre because carré the, dans les the entrepôts coûte warehouse cher, space is surtout expensive, près de nos especially clients if comme we à put New York, those Tokyo ou warehouses Paris. near our Le robot doit donc customers in, trouver comment New placer York tous or ces Tokyo or articles. Paris. Cela va des jouets pour And bébés so à the la challenge nourriture the pour robot chiens, en has passant is par how des to vêtements et même des store iPhones items, sur des everything étagères qui Amazon sont déjà sells, pleines. which, you know, could be a baby toy to dog food to t-shirt to like expensive, you know, iPhone. How to put all of those items away on a shelf. C'est le premier défi que nous donnons à ces robots dotés du sens du toucher. Mais si l'on pense à la fréquence à laquelle nous utilisons le toucher dans nos tâches quotidiennes, il y aura énormément d'applications pour cette technologie dans l'avenir. Or as a warehouse worker, there are lots of applications we think for the underlying technology in the future. Tiens, un exemple, quand on voit les vidéos incroyables de Figure.ai, de ces robots humanoïdes qui arrivent à manipuler des serviettes, qui arrivent à plier des tissus, est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous donne envie d'aller dans cette direction? I think the part that's missing is all the intelligence that's part of your hand, the physical intelligence. Je pense que la main humaine est la partie la plus sous-estimée du corps. Le cerveau reçoit tout le crédit, mais la main,
est incroyable. Tant de capteurs, tant de muscles. Nous sommes encore loin d'avoir une main robotique aussi performante qu'une main humaine. Mais on n'a pas besoin d'aller aussi loin. Il y a des étapes intermédiaires très utiles pour une entreprise comme Amazon. Si vous regardez la main d'un robot comme Vulcan, elle ressemble plus à une spatule. Ce n'est pas aussi complexe qu'une main humaine, mais c'est déjà suffisant et c'est une étape vers quelque chose de plus habile. Vulcan Stow, it looks more like a spatula. It's a piece of sheet metal, and it pushes the other items around like you push, your eggs with the spatula. It doesn't look as complicated. It's not as capable as a hand, but it's still capable enough, and it's a stepping stone on the way to something more dexterous. Un mot sur l'IA ici, parce que évidemment elle est au cœur de toute cette technologie. Comment l'IA arrive à transformer en fait la manière dont vous concevez les robots ici chez Amazon? Yeah, AI is both changing what the robots do, but also how we build them. L'IA change à la fois ce que les robots font et la manière dont nous les concevons. Elle nous permet de gérer une complexité bien plus grande. L'une de nos forces, c'est sa capacité à gérer des cas extrêmes très rares. Chez Amazon, un entrepôt peut traiter 1 million de commandes par jour. Et j'ai une phrase pour ça, si quelque chose a une chance sur 1 million d'arriver, alors cela se produit chaque jour dans notre entrepôt Amazon. L'IA est donc très puissante pour réagir à ces événements rares. Elle est aussi très utile dans la conception des robots. Elle permet à nos ingénieurs logiciels de travailler plus vite, ils peuvent coder beaucoup plus vite qu'il y a 5 ans, et nos ingénieurs matériels peuvent utiliser la simulation et les données synthétiques plutôt que de construire des prototypes physiques pour tester leurs idées beaucoup plus rapidement. Donc l'IA accélère notre développement et élargit les cas d'usage possibles dans les centres de distribution. It's accelerating our development and it's expanding the use cases in the fulfillment center. Tiens, parlons d'autonomie aussi aujourd'hui. Est-ce qu'on peut imaginer, dans un avenir proche, n'avoir que des robots dans ces centres de distribution? Yes, I would say we're infinitely far away because it's the wrong goal. Je dirais qu'on en est infiniment loin parce que ce n'est pas le bon objectif. Une automatisation à 100%, ce n'est pas la meilleure solution. Nous voulons que les robots fassent ce qu'ils font bien et que les humains fassent ce qu'ils font le mieux. Le jugement, la prise de décision, la résolution des problèmes. La meilleure solution pour Amazon, c'est de faire travailler les robots et les humains ensemble. C'est ce que nous faisons depuis plus de 10 ans et je pense que c'est ce que nous ferons encore dans les 20 prochaines années. L'objectif, ce n'est pas uniquement d'avoir des robots. All robots. Encore une question, alors là qui est vraiment d'actualité. Le New York Times a révélé des documents internes chez Amazon qui démontrent que dans quelques années, en fait, il y aura beaucoup moins d'humains qui travailleront justement dans ces centres de distribution parce qu'ils seront remplacés par des robots. Donc il y aura peut-être même des licenciements. Quel est votre point de vue là-dessus? That article was quoting, a doc from one team, and I don't know which one it was. Non, cet article citait un document provenant d'une équipe, je ne sais pas laquelle, mais il s'agissait en fait d'une spéculation sur de futurs robots pour des entrepôts qui n'existent même pas encore. The truth is, if we look backwards at history, as we build robots, we continue to hire people. And so we announced in June 1 million Et la réalité, c'est que si l'on regarde l'histoire, à mesure que nous construisons des robots, nous continuons à embaucher des gens. En juin, nous avons atteint 1 million de robots. Principalement, ces robots évitent à nos employés de marcher sur de longues distances, 10 ou 20 km par jour avec des chariots. Et au même moment, nous avons aussi été l'entreprise privée ayant créé le plus d'emplois aux États-Unis. Donc, les robots et les humains peuvent travailler ensemble et nous développons les opportunités pour les deux en même temps. Je pense que ce sera pareil avec la robotique de manipulation, l'IA dite agentique et les grands modèles de langage. Oui, cela change la nature du travail, les employés ne marchent plus 20 km par jour avec un chariot, mais quand nous construisons des robots chez Amazon, nous faisons en sorte que ce changement améliore le travail, qu'il le rende plus sûr, plus productif et qu'il valorise les compétences que les humains possèdent, le jugement, la réflexion et la résolution des problèmes. And leverages those higher skill things that humans are good at, that high judgment, that problem-solving ability. Donc pour terminer, vous confirmez que les humains seront toujours là dans ces centres de distribution. Ils ne seront pas remplacés en fait par les robots, c'est sûr? Yes. Not only robots. Yes. Yes. Very confident this is true. Yes. Merci beaucoup Aaron Pernes qui travaille donc dans la robotique et dans l'intelligence artificielle chez Amazon. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.
Un autre expert robotique maintenant sur le plateau de Tech & Co, ici chez Amazon. Il s'agit d'Igor Pedan. Bonsoir Igor et merci d'être avec nous. Vous êtes Head of Robotics Induction General Manager, donc ici chez Amazon. Première question, l'induction, tout ça. Expliquez-nous un peu votre métier. Quel est votre métier ici à Amazon? Je suis le responsable du programme BlueJ. Avant cela, je m'occupais du robot Robin. Est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer en quoi consiste exactement ce programme que vous présentez aujourd'hui, le Robotic Induction, et quel est son impact dans les centres logistiques d'Amazon? BlueJ et l'induction robotique consiste à soulever des objets et à les déplacer d'un endroit à un autre. Mon travail consiste donc à diriger les équipes pour livrer des cellules de travail qui nous permettent d'aider à manipuler ces objets à partir du poids ou de bacs. On ne se rend peut-être pas compte de la complexité de la chose, mais quels sont les défis techniques ou humains les plus importants lorsque vous intégrez de nouveaux robots dans les entrepôts? Intégrer de nouveaux robots dans les processus est très difficile. Le plus grand défi est la fiabilité. Et fondamentalement, nous voulons que les robots puissent manipuler les objets sans les casser afin que nos clients reçoivent leurs commandes sans problème. Une grande partie du travail consiste à s'assurer que ces robots soient délicats et que les objets lourds soient déplacés avec suffisamment de force sans les endommager. Et c'est l'un des grands défis de l'intégration des systèmes robotiques. Forcément une question sur l'intelligence artificielle, puisqu'on parle de robotique. Comment vous intégrez l'IA dans vos robots? L'IA nous aide à faire plusieurs choses. L'une d'elles est qu'elle nous aide à, lorsqu'un robot a pour objectif de déplacer un objet, de l'aider à identifier de quel objet il s'agit et où se trouve cet objet. Elle aide le robot à planifier son mouvement, puis elle l'aide à déterminer quelles ventouses utiliser sur l'objet et comment planifier son mouvement pour se coordonner avec d'autres bras et pour s'assurer qu'il n'y ait pas de collision. Ce sont les principaux avantages de l'IA. Nous l'utilisons aussi pour nous assurer que l'objet n'est pas endommagé. Merci beaucoup Igor Pedan, vous êtes donc Head of Robotics Induction General Manager. Et bien voilà, ce Tech & Co, la quotidienne de ce lundi est terminée, Tech & Co exceptionnel, hein, réalisé donc depuis ce lieu Amazon à Milpitas exactement, on est en Californie. On se retrouvera demain pour une autre émission, encore une fois dans la Silicon Valley, mais vous allez voir avec de nouveaux invités, on parlera de tout autre sujet, on va s'intéresser entre autres à l'histoire de la Silicon Valley. Et puis aussi, on s'intéressera à la présence française des startups ici. Donc à demain avec plaisir, dès 19h30, les replays et les podcasts de Tech & Co qui vous attendent. À demain. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.